Et il est 19h tout pile, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir. Allez, cette semaine, on essaye de la faire bien. C'est le premier 19h et l'un des derniers 19h de juillet 2025. Et du coup, voici le sommaire pour bien commencer l'émission. À la une, ce soir, on va parler du rail. Alors bon, ces sujets à la une, ça pourrait être sujet tout simplement international, mais bon, le rail c'est un sujet qui fait un peu parler en France, et ça fait un peu parler ces derniers temps au Royaume-Uni, et surtout en Suède. Il y a des problèmes en Suède, c'est relaté par un article du Monde, dont je vais vous parler un petit peu. Ensuite, on ira en justice. Le RN est encore dans le bon drap, ça parle encore de détournement de fonds européens. J'étais obligé d'en parler, c'est trop beau. Dans les transports, on va parler du périphérique à 50 km qui fait bonne figure, visiblement. Bah ça marche, on l'avait déjà dit, et ben on le redit. On parlera un petit peu de musique. Spotify a de moins en moins la cote auprès des artistes, suite à des investissements un peu... Voilà, on parlera aussi un peu de télévision avec Question pour un champion, une nouvelle choc qui a choqué un peu tout le monde. Cet arrêt de diffusion au quotidien, on en parlera. On parlera aussi de France TV qui a conclu un accord avec une plateforme pour contrer TF1 qui a fait un accord avec Netflix. On en parlera aussi de Novo 19, la chaîne qui se lancera le 1er septembre prochain sur le canal 19 de la TNT, qui se dévoile encore un peu plus. Et voilà, tout simplement. Plus de live. D'ailleurs, après le 19h, à partir de cette semaine officiellement, ça saute parce qu'il y a Interville qui recommence et moi je veux voir ça. Voilà pour ce qui est du sommaire du 19h. Avec moi, pour parler de tout ça, souhaitons la bienvenue à personne. Voilà. C'est toujours pareil de toute façon. Il n'y a jamais personne qui vient parler avec moi. En tout cas, voilà, on va essayer de faire ça un peu mieux que la semaine dernière. On m'a dit, ton truc, jamais ça tient une demi-heure. Mais bon, si je suis tout seul, ne vous inquiétez pas qu'à la demi-heure, on va la faire large. Et je garde aussi un dernier petit sujet qui est pas dans le sommaire, mais pas piqué des hannetons pour la fin. J'en ai déjà un petit peu parlé. Bref, alors, déjà, comme d'habitude... De quoi on ne va pas parler 6 mois. Bonsoir à Anthony MTR qui a décidé peut-être de rester dans le public ce soir. On ne sait pas. J'attends. Non, je déconne. Bref, de quoi on ne parlera pas ce soir. On ne parlera pas de la canicule parce que c'est bon, on a compris qu'il fait tard pas chaud. Bon, ça s'est un peu calmé. Mais je vois encore qu'il y a quelques départements en vigilance orange. N'hésitez pas à aller voir le meilleur site qui parle de vigilance de Météo France. C'est le site des vigilances de Météo France. Vous avez toutes les infos dont vous avez besoin pour votre département. C'est assez important de savoir ça. On parlera pas de la censure ratée à l'Assemblée nationale, du conclave des retraites raté. On parlera pas non plus... pas trop du Mercato TV Radio, on en a déjà bien parlé la semaine dernière et ça s'est amplifié de fou. France TV et le groupe M6 et Radio France, ils sont dans un micmac en ce moment, c'est un truc de zinzin. RTL est en train de repenser toute sa grille pour la rentrée, il y a déjà eu des annonces assez surprenantes aujourd'hui, bref. 3 minutes pour dire on n'en parlera pas. Voilà. Bref. Ce qui mène du coup déjà au sujet à la une. On parle de la crise du rail, mais pas en France, mais en Suède. Déjà la crise du rail, bon, de quoi on parle quand on parle de crise du rail? On parle qu'il y a un problème. Le rail est plus ou moins un bien commun. Le fait de voyager en train, c'est en général un service public dans la plupart des pays. Quand bien même c'est parfois donné à du privé et tout, ça reste un service public, ce sont des missions de service public. En France, on a plus tendance à ouvrir à la concurrence, à dénationaliser à peu près tout. Il faut savoir que la SNCF n'est plus 100% propriété de l'État, il me semble. Il me semble qu'elle a le même statut que la Poste maintenant, c'est-à-dire que c'est une société anonyme, si je me trompe pas. La Poste est une société anonyme qui appartient en partie à l'État et en partie à la Cour des comptes. Voilà, SNCF, du coup, société anonyme. À qui elle appartient? Pour l'instant, c'est 100% l'État français dans le groupe SNCF. Voilà, pour l'instant. Ça peut changer. Mais ça veut dire que, étant maintenant un groupe,
faut faire des bénéfices. Je connais ça à la façon. Bref, ce qui pose divers problèmes. On sait que il y a eu beaucoup de protestations sur le fait de réduire le fret et tout le bordel, comme quoi ce serait une catastrophe écologique parce que du coup ça en mettrait 10 fois plus de camions sur la route. Enfin, je lâche un chiffre au pif, hein, mais ce serait une catastrophe. Au Royaume-Uni, ça faisait 30 ans que leur SNCF-AE, leur société nationale, était privatisée. Ils ont décidé de la renationaliser en disant qu'ils ont gâché de l'argent public pendant 30 ans et qu'il fallait que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe en Suède? Bah, la Suède, d'après Le Monde, parce que je m'inspire d'un article du Monde pour cette chronique, c'est un des pionniers de la libéralisation du réseau ferroviaire. Et en vrai, pendant un temps, ça a marché, dans le sens qu'il y a la concurrence dans le domaine des transports passagers qui a permis d'augmenter les cadences, de faire baisser les prix sur certaines lignes et tout le bordel. Mais maintenant, il y a un problème, la maintenance. Le Monde nous explique ça. En gros, euh, Le Monde nous parle un gros producteur de petites maisons en bois. Je sais pas comment ça se prononce. Esbias ou je sais pas trop quoi. Qui est à 900 km au nord de Stockholm et qui a été bâti en bordure de voies ferroviaires en 1959. Et le problème, c'est que pour cette entreprise, le chemin de fer est devenu trop cher et trop incertain. Il faut savoir que, en parlant de trains de marchandises, en 2024, il y a seulement 7 trains sur 10 qui sont arrivés à l'heure, et la durée des trajets n'a fait qu'augmenter, tandis que le nombre de gares de fret a chuté de 900 à 200 en à peu près 35-36 ans. Yes, ça ne donne pas envie aux entreprises d'utiliser le fret. Coucou la France! Attention à ce que vous faites! Bref, et du coup, il y a eu une libéralisation du secteur ferroviaire en 88, ça a permis de faire entrer de nouveaux acteurs, on l'a dit, ça fait baisser les prix, augmenter les cadences, mais le problème, c'est que les investissements techniques, l'entretien n'a pas suivi. Et du coup, multiplication des incidents techniques, des retards en série, un système au bord de la congestion, alors que le trafic, c'est juste ces 3 dernières décennies, a augmenté de 65%, ce qui est énorme. Et 2024 a été une année noire pour le transport de passagers. Seulement 6 trains sur 10 sont arrivés à l'heure prévue. Je ne sais pas quels sont les chiffres en France. Et je sais qu'Anthony MTR dans le chat va pouvoir nous les sortir. Tandis que 87,1% sont entrés en gare avec moins de 5 minutes de retard, soit le pire résultat depuis 2001, égalé uniquement en 2010. Et les statistiques n'incluent pas les annulations qui sont en hausse depuis 2020. Les trajets longue distance sont les plus affectés avec seulement 70% de trains arrivés moins de 5 minutes après l'heure prévue. Alors, on a wow, en France, ça doit être autour de 90%. Et encore et pas, hein. Encore et pas, hein. À entendre tout le monde, tous les trains sont tout le temps en retard en France, hein. Alors, la Suède, fleuron de la Scandinavie qu'on érige toujours en modèle, eh ben pour cette fois, il y a des problèmes un peu plus graves que chez nous, et c'est assez rare pour être dit. En fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est un problème? Sachant que 6 Suédois sur 10, d'après des études, estiment que la privatisation du réseau, notamment de la maintenance, était responsable du fait que 4 Suédois sur 10 ont choisi, au moins en 2022, un autre mode de transport que le train à cause des retards. Je sais pas si ma phrase était claire, j'ai essayé de reformuler l'article, j'ai pris 10 fois plus de temps. En fait, avant la libéralisation du marché, la compagnie publique qui était, on va dire SJ, c'était le monopole et elle assurait à la fois l'exploitation des trains et la gestion du réseau ferroviaire. On fait rouler les trains, on entretient le réseau, aucun problème. En 88, les deux ont été séparés. SJ, donc l'opérateur normal, a gardé l'activité de transport de passagers avec l'obligation de faire des bénéfices. On en parlait. Et sur un marché où rivalisent désormais une vingtaine d'opérateurs. Et Banverket, qui est aujourd'hui intégré à Trafikverket, qui s'occupe aussi des routes, s'est vu confier la gestion des voies et des installations ferroviaires. Et du coup, voilà. Selon un spécialiste du secteur, ce sont les responsables financiers au sein de cette agence chargée des transports qui prennent les décisions, et plus les ingénieurs qui comprenaient comment le système fonctionne et avaient une vue d'ensemble sur le long terme. La priorité depuis une vingtaine d'années est de limiter les coûts. Oh, tiens,
L'agence favorise les offres les moins chères sans tenir compte de l'efficacité et les travaux pourtant nécessaires sont constamment repoussés. Dans ce contexte, ce que les Suédois ont baptisé la dette de la maintenance ne cesse de gonfler. Selon un rapport de la société de conseil WSP publié en 2023, la facture augmente de 400 000 couronnes chaque heure. 400 000 couronnes, ça correspond environ à 36 000 euros. Et le coût des réparations qui n'ont pas été effectuées atteint désormais 91 milliards de couronnes. Il n'y a pas besoin de convertir pour savoir que ça fait beaucoup de milliards d'euros. Enfin non, en fait peut-être pas de milliards, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions. Voilà, parce que je suis nul. Et du coup, l'augmentation du trafic, on a vu que ça avait augmenté de 65% ces 3 dernières décennies. Ça a accéléré l'usure des voies. Des rails fissurés aux caténaires rompus en passant par les aiguillages cassés. 73 649 défaillances ont été signalées en 2024, soit plus de 200 par jour. Et du coup, en décembre dernier, le Parlement a approuvé un plan d'investissement dans les transports de 1171 milliards de couronnes, soit 105 milliards d'euros pour 2026 à 2037, dont 210 milliards doivent être réservés au fonctionnement et à l'entretien des chemins de fer. Mais pour réduire les problèmes de capacité, l'agence chargée des transports estime qu'il faudrait doubler les voies sur 350 km, soit environ ce que prévoyait le projet de ligne à grande vitesse abandonné à l'automne 2022 par la coalition gouvernementale libérale conservatrice soutenue par l'extrême droite. Voilà ce que dit le journal Le Monde de cette crise du rail suédoise. C'est passionnant. Pourquoi? Parce que à la lecture de l'article, en fait, on voit beaucoup de choses qu'on pourrait rapporter à la France ou même sur plein de choses sur le fonctionnement de divers secteurs financiers qui sont sortis du jargon public, mais aussi sur les visions court-termistes et sur certaines erreurs que la France pourrait éviter de faire les prochaines années. S'il vous plaît. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à réagir dans le chat, vous savez que je lis toujours si jamais vous avez des choses à dire. En parler à la fin de cet article d'extrême droite, c'était pas voulu, mais ça nous fait une très belle transition pour un des très rares sujets politiques du 19h, au point que j'ai pas osé mettre politique, mais plutôt justice. Le RN est encore dans de beaux draps, pardon, et je l'ai vu sur un article du HuffPost qui est sorti aujourd'hui même. Vous le savez, le parti et beaucoup de cadres du parti, dont Marine Le Pen, ont été condamnés il y a quelques mois à des peines d'inéligibilité, des amendes, tout ça. Bon, il y a des procès en appel qui vont arriver. Surtout pour Marine Le Pen, on sait que c'est en 2026, juste avant le dépôt des candidatures des présidentielles, parce que sinon, on nous censure, gna gna gna. Mais voilà, ils se sont fait condamner. Pourquoi ils se sont fait condamner? Parce qu'ils avaient détourné des fonds européens qui étaient destinés à leurs députés européens pour faire tourner le parti en lui-même en France, ce qui est complètement illégal. C'est interdit par le règlement européen. Et il y avait beaucoup de sommes qui étaient en jeu, etc. Tout a été prouvé, documenté, un jugement de centaines de pages. Gna gna toi-même. Bonsoir Lapinou. Il dit même plus bonsoir quand il arrive, il est insupportable celui-là. Bref, il y a eu tous ces problèmes-là, le RN jusqu'au bout et jusqu'à après le jugement a essayé de faire croire que il y avait rien, que de toute façon, même s'il y avait 2-3 trucs, il recommencerait plus, sauf que bon, personne n'y croit. Et justement, le parti d'extrême droite est suspecté cette fois avec ses alliés de l'extrême, avec ses alliés de l'ancien groupe Identité et Démocratie, d'avoir, alors c'est entre guillemets indûment dépensé plus de 4,3 millions d'euros entre 2014 et 2024. D'après un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen dévoilé par Le Monde, ainsi que par l'émission de télévision allemande Kontrast, le magazine Die Welt et l'hebdomadaire autrichien Falter, ce qui fait pas mal de petites dévoilations, la majeure partie de cette somme a bénéficié à 2 sociétés liées à des proches de Marine Le Pen, à savoir son ancien conseiller Frédéric Chatillon et à son épouse Sylvie Blanc. Donc voilà, ça, comme d'habitude, ça reste toujours les mêmes problèmes. Les anti-européens qui pompent dans les caisses de l'Europe pour leur propre tronche, ça ne change pas. Bon, voilà. La justice a été saisie, ils n'ont pas encore été rendus coupables de ça, donc voilà, présomption d'innocence, tout ça, mais avec les jugements qui leur précèdent,
on a du mal à croire que ce soit faux. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive juste à trouver quand, si juste la justice a été saisie, il n'y a pas de procès qui est encore prévu, je crois, pour ça. Ouais, donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais franchement, c'est, c'est le genre de truc que... je vais tomber ça, Anthony, on va le lire dans un instant. En tout cas, les défenses du Rassemblement National et du groupe Identité et Démocratie, l'ancien secrétaire général de ce groupe, le Belge Philippe Claes, a rejeté en bloc ce qu'il a qualifié d'allégation incorrecte, assurant que tous les paiements effectués dans les 5 dernières années ont été dûment facturés, justifiés et contrôlés. Et Marine Le Pen a été interrogée ce matin sur RTL et a affirmé ne pas avoir eu connaissance de tout ça. Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas regardé le dossier. Mais il peut y avoir des désaccords administratifs avec le Parlement européen et on va essayer, encore une fois, de les résoudre, a-t-elle ajouté, avant de qualifier l'institution d'organe politique qui mène à l'égard de son opposition une guerre des tranchées et qui cherche des noises matin, midi et soir en toutes circonstances. Rappelons à Marine Le Pen, à son parti et au groupe que en France comme en Europe, il y a des lois, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils savent pas trop ce qui sont là-haut, mais en fait, il y a des lois. En fait, il y a plein de lois. Et nul n'est censé ignorer la loi, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu enfreins la loi, alors des fois, bon, ça arrive un petit peu. Tu passes entre les mains et défiler. Des fois c'est un petit peu plus. Tu, tu- du coup, comme c'est bien fait, tu vas être accusé d'avoir fait quelque chose. Si on arrive à le prouver, tu vas être condamné. Et tu vas être coupable. Bon, si t'as pas fait grand chose, bon, petite peine et tout bordel. Par contre, quand tu détournes des millions d'euros, quand tu passes ta journée à taper sur les gens qui en gagnent quelques centaines par mois, est-ce que ce serait pas se foutre un peu de la gueule du monde que de dire que c'est un procès politique? Bref, allez, c'était le moment coup de gueule. Anthony Aptière revient juste vite fait sur le sujet précédent. On parlait de la crise du rail en Suède. Et il nous envoie du coup le top 3 des meilleures régularités mensuelles de TER depuis 2013. En 1, la Bretagne, février 2017 avec 98%. En 2, la Bretagne, toujours en mars 2021 avec 97,8%. Et en 3, le Grand Est en avril 2020 avec 97,7%. Et le flop 3 en 3, la Nouvelle-Aquitaine en novembre 2023 avec 78,1%. En 2, la PACA en octobre 2013 avec 76,9%. Et en 1, la PACA aussi en novembre 2014 avec 74,4%. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement rare de passer sous les 85%. Donc les chiffres qu'on a donnés pour la Suède tout à l'heure, ils sont vraiment mauvais. Très mauvais. On parlera de télé un petit peu plus tard, nous promis, mais d'abord, partons un petit peu dans le domaine du transport. Alors, c'est pas comme si on n'avait pas parlé de transport, mais cette fois, on va parler d'un autre type de transport. On va parler du transport qui fait vroom vroom sur le périphérique. Vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé ici, et que vous en avez sûrement entendu parler peut-être à la télé, dans les informations, c'est que le périphérique parisien, la vitesse limite de ce périph' a été abaissée à 50 km/h. Ce qui avait fait une levée de bouclier de beaucoup de monde, une levée de bouclier populaire, une levée de bouclier de la région, de l'État même. Bref, on nous avait vendu des vertus écologiques, c'est bientôt la pub d'ailleurs, miskin pour vous. Est-ce que vous connaissez Prime Gaming? En tout cas, on nous avait vanté des trucs écologiques, moins de pollution, moins de bouchons, plus de fluidité. Et les premiers résultats étaient encourageants. Et maintenant, on en est 7 mois après la mise en place de ces 50 km/h. Et du coup, on a un bilan chiffré qui a été publié en mai dernier qui dresse un constat globalement positif de cet abaissement de la vitesse maximale. Je cite un article du Parisien. Entre octobre 2024 et avril 2025, la circulation a ralenti, mais sans engendrer de paralysie. Au contraire, le trafic horaire moyen de jour a baissé de 3%, passant de 4790 à 4636 véhicules. Cette baisse s'accompagne d'une diminution marquée des embouteillages, moins 19% d'embouteillages en moyenne sur la période. Quand on parle de moins 19% en moyenne, ça veut dire qu'il y a eu plus, ça veut dire qu'il y a eu moins, mais à l'échelle du périph', je trouve que c'est quand même énorme. Une tendance qui s'est accentuée en mars et avril avec un recul juste pour ces mois-là de 27%.
Et en tout cas, la mise en place depuis le 3 mars d'une voie réservée au covoiturage à Nantes-Pointe pourrait avoir amplifié ce mouvement. Et autre indicateur en amélioration, la sécurité. Sur la période octobre-avril, le nombre d'accidents recensés sur le périphérique a chuté de 16%, passant de 1098 à 920. Et là encore, la baisse se poursuit sur les derniers mois, moins 14%. Ces données, en tout cas, tendent à confirmer l'effet apaisant de la réduction de vitesse sur les comportements de conduite. Et du coup, bon, c'est toujours l'axe routier, là, le périph', il est toujours considéré comme accidentogène. Faut savoir que effectivement, baisser la vitesse, forcément, quand on va moins vite, il y a moins d'accidents. Alors forcément, on va moins vite. Mais vous préférez quoi? Rouler un petit peu moins vite. Dans un endroit qui de toute façon est très embouteillé, dans lequel vous n'allez pas avancer vite de base. Si tout le monde roule un peu moins vite, c'est plus fluide. Bon, vous perdez quelques minutes. Mais vous préférez ne pas passer ces quelques minutes sur le bas-côté du périph' à faire un constat à l'amiable. Bref, bonne pub à tous. En tout cas, le bilan environnemental, lui, si on nous avait vendu un plutôt bon bilan au bout des premiers mois, on en parle d'un plutôt maintenant en demi-teinte. Des capteurs qui enregistrent une nette baisse du dioxyde d'azote, une diminution du bruit estimée entre 2,7 et 3 décibels selon les périodes observées. Mais il y a un point noir, c'est une hausse des particules fines. Mais les particules fines, on sait que en général, c'est beaucoup lié à l'absence d'humidité, aux fortes chaleurs, et forcément, dans une année comme 2025, où bon, il y avait beaucoup plus au début de l'année, mais je veux dire, où on est en train de s'enfoncer dans une période plutôt caniculaire à souhait, pas ouf. Et l'étude, pour finir, elle met également en lumière l'écart croissant de vitesse entre les voies. Aux heures de fonctionnement de la voie réservée au covoiturage, celle-ci est nettement plus fluide. On a 13% de trafic en moins, des embouteillages divisés par 2, une vitesse moyenne de 4 km/h supérieure aux autres voies lorsque le dispositif est activé. Il y a un nouveau pas d'étape prévu en septembre, donc soit 11 mois ou 12 mois, pardon, donc un an tout pile après la mise en place de toutes ces mesures. En attendant, les premiers chiffres sont démontrés que la baisse de la vitesse maximale, souvent contestée, commence à porter ses fruits. Et ça me fait du bien de le dire parce que les gens qui râlaient, et j'en veux pour preuve quelqu'un de ma famille qui habite à 100 mètres de chez moi, qui a jamais fait plus de 10 km en voiture, qui a jamais foutu les pieds à Paris et qui a râlé vis-à-vis de l'abaissement de la vitesse du périph'. Voilà. À vous tous. Hop, 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 hop. Voilà. Laissez-moi boire un coup avant de passer à la suite. On va passer juste sur un sujet que je maîtrise pas trop, mais c'est juste que je vois plutôt le... Pas de pub au champ, bravo. C'est juste que je vois beaucoup passer le sujet. Donc je le découvre un petit peu peut-être avec vous. Peut-être si vous avez des choses à dire sur Spotify, n'hésitez pas à le dire pour voilà, rajouter peut-être quelques petits détails, des inexactitudes. Mais voilà, Spotify a de moins en moins la côte. Alors bon, pourquoi je maîtrise pas tant le sujet? Il faut savoir que moi, au quotidien, pas de salade de brosse aujourd'hui, effectivement. Au quotidien, je n'utilise pas Spotify, j'utilise plutôt Deezer. Chose dont on s'est beaucoup foutu de ma gueule, je dois le dire. Il utilise Deezer, eh ben, visiblement, utiliser Spotify, c'est plus trop à la côte. Ils sont en train de se faire cancel, on va dire. En fait, il faut savoir que le PDG a décidé d'investir dans une entreprise de développement de solutions intelligence artificielle pour des drones de combat. Et tout ça, c'est juste un petit truc parce qu'on sait ces derniers mois, on en a parlé un petit peu, que Spotify, il y a des petites polémiques avec les rémunérations d'artistes, bref. Ça commence à faire un tout et des entreprises, des grosses entreprises qui sont sur la plateforme, des gros groupes et même certains artistes ont décidé de quitter la plateforme, tout simplement. C'est le cas du groupe américain Deerhoof, que je ne connais pas, mais qui est, soit dit d'après Libération, un vétéran de l'indie rock tendance noise pop libertaire fondé en 1994 par le batteur Greg Solier, et qui a annoncé du coup retirer l'intégralité sa discographie riche de 18 albums et quelques classiques de la plateforme. En cause, les derniers investissements en date de son Oni PDG Daniel Ek, super vilain de la tech, c'est comme ça que c'est écrit dans Libération, sans guillemets, qui a l'air de toujours moins se soucier de la création musicale et de ceux qui font
qui la font les artistes. C'est parce que c'est un billet d'humeur, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, ouais. Voilà. Nous retirons des roofs de Spotify. Daniel Ek va mettre à profit 700 millions de dollars de sa fortune acquise grâce à Spotify pour devenir président d'une entreprise de tech militaire fondée sur l'usage de l'IA. Voilà une manchette de journal que nous n'avons pas eu le plaisir de découvrir cette semaine. Ont-ils expliqué en tout cas ce groupe. Hop, hop, hop. Ah. Yeah, je me suis fait déconnecter de l'IB. La 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 la. Allez, ça va aller. De toute façon, il ne reste plus autre chose. En tout cas, voilà. Oui, bonjour. Oui, 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 allez, il faut que je retrouve où j'en étais dans l'article. Euh... mhm, mhm, mhm. Voilà, concernant Spotify, l'asservissement est multiple, touchant autant les utilisateurs que les acteurs et travailleurs de l'industrie à toutes les échelles. Des winners propulsés en une de la playlist Fresh Rap chaque jeudi soir à minuit, aux losers en dessous du seuil de nombre d'écoutes qui leur permettrait de gratter quelques centimes d'euros. Aussi qu'à ce stade ne permet d'envisager qu'une transhumance de masse se prépare de Spotify ni vers ailleurs, ni que D-Roof, ce groupe formidable et si précieux dans son destination et son engagement, ne s'évanouisse pas dans l'ombre avec sa courageuse action. On se souvient dans quel fracas médiatique Neil Young et Johnny Mitchell avaient décampé de Spotify en janvier 2022 en protestation de leur contrat avec Joe Rogan. 5 ans plus tard, The Joe Rogan Experience est toujours le podcaster de Spotify et les autres ont interrompu leur boycott et réintégré leur catalogue respectif à la plateforme. Bref, c'est un peu un micmac, mais franchement, je vous le dis, Spotify, ça pue. Voilà. Et ça, je me le dis depuis le début. Bref, allez, on va parler de télévision. Alors bon, on a déjà parlé un petit peu du mouvement de grève et tout le bordel. Lapinou nous disait dans le chat tout à l'heure qu'il a encore eu une édition toute région, pas de JT régional. C'est parce que, on rappelle, France TV et Radio France sont en grève pour protester contre le projet de holding de regroupement. Et il y a d'autres choses qui donnent envie de râler. Cette semaine, en fin de semaine dernière, nous avons appris, et Samuel Etienne également a appris en fin de tournage, que dès la saison prochaine, dès septembre, Question pour un champion, dit Cupuc, va disparaître de la grille quotidienne des programmes de François pour être relégué au week-end, à l'instar de ce qui avait été fait pour Déchiffrer des lettres. Ce qui avait été mis en cause au début, on parlait, ouais, vous savez, c'est un programme qui coûte cher et les audiences sont pas bonnes. C'est ce que disaient les médias, mais bon, encore aujourd'hui, encore hier, Question pour un champion était leader de sa tranche horaire en termes d'audience. On sait que le programme n'est pas si cher que ça par rapport à d'autres. Samuel Etienne a dévoilé que les arguments de France TV, c'était surtout le jeu est vieux et il n'est pas français à la base. France TV, vous prenez beaucoup de décisions douteuses en ce moment. C'est un risque Question pour un champion, vous dégagez Laurence Boccolini des enfants de la télé, vous dégagez Anne-Sophie Lapix du 20h. Bref, on enchaîne les trucs en ce moment. Pitié, qu'est-ce qui se passe? Ah ben il se passe que en coulisses, il y a des baisses de budget. Pourquoi il y a des baisses de budget? Parce que, vous vous rappelez, depuis quelques années, les Français ne payent plus la redevance télé. Ça a été supprimé par le gouvernement. Ouais, on baisse vos impôts et les gens disent ouais, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui regarde la télé. Donc, je vois pas pourquoi on continue à payer pour ça. Voilà. Donc, maintenant, pour les services publics, Olivier Mine de Farboyard, enfin là, c'est pas un choix de France Télé. C'est un choix d'Olivier Mine lui-même et on le sait, il est parti de lui-même. Cette combinaison avec les coupes envoyées spéciales et compléments d'enquête, c'est plutôt le choix. Et en fait, il faut savoir que on ne paye plus de redevance télé, alors du coup, le budget du service public audiovisuel, donc de France Télé et de Radio France, il dépend de l'État. Et comme l'État a envie de baisser les budgets de partout parce qu'il faut faire des économies, parce que la dette, tout ça, alors du coup, l'État va voir Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télé, et fait ce serait bien que tu réduises le budget, parce que nous, on va peut-être donner autant, hein. Faut qu'on serre la ceinture, hein. Alors du coup, Delphine Ernotte et les services de France Télé, ils regardent, voilà. Question pour un champion, c'est quoi ça? C'est vieux, c'est même pas français, ça dégage. Bon, c'est ultra banalisé, mais... Bon, Samuel Etienne est entré en résistance contre France Télé pour l'instant. On rappelle que ce n'est pas un employé de France Télé, Samuel Etienne, enfin en tout cas qu'il ne l'est plus, vu que Question pour un champion est produit par une boîte de prod externe et tout, par laquelle il est employé.
Euh, il a même mis son post en jeu en disant si vous voulez, je me barre de l'émission, mais gardez-la en quotidienne. Si c'est moi le problème, dégagez-moi. C'est ce qu'il a dit en gros. Bref, la dernière en quotidienne est donc prévue demain. À la surprise générale, et ça fait chier parce que question pour un champion, quand bien même il est 19h30, quand bien même l'émission est assez bien, et a bien réussi à se réinventer ces dernières années. Genre vraiment, Samuel Etienne a réussi à souffler quelque chose, et le fait et le rapprochement de Samuel Etienne justement avec la communauté d'internet, avec Twitch, par le biais d'étoiles, a encore plus contribué à la popularité de ce jeu chez les jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui participent, qui regardent l'émission. Coucou Anthony. Et il y a une énorme communauté qui existe par contre depuis des décennies à travers la France avec les clubs questions pour un champion. Ces gens qui se retrouvent, ça fait tourner les associations. Enfin bref. Forcément, reléguer l'émission le week-end, ce n'est pas faire disparaître l'émission. Mais quand on a connu le sort, quand on a vu le sort qui a été réservé à déchiffrer des lettres, en vidant tout le jeu de sa substance, on peut avoir peur. D'autant plus que l'émission qui en sort vainqueur serait Duel en famille, nous dit Anthony MTR, assez dramatique quand on connaît la différence d'impact et de niveau. Ouais, je sais pas exactement ce qui est prévu de remplacer dans la grille, du coup tu me dis Duel en famille qui en tirait profit. Voilà. Après certes, alors, juste au niveau des audiences, les audiences ont bien baissé de questions pour un champion, mais c'est une baisse générale de l'audience de la télé linéaire, donc de la télévision globale. M6 a gratté un petit peu en reprenant la roue de la fortune, ça a fait baisser les audiences de Slam avant, et il faut pas être sorti s'assire pour savoir que quand les audiences d'un programme avant baissent un peu, bah, les audiences baissent un peu derrière, mais la part d'audience reste excellente. En termes de pourcentage de visionnage, c'est incroyable. Qu'un jeu aussi vieux réussisse à faire encore autant d'audience. Bref, je vois des pétitions qui tournent, je sais pas si ça sert, mais voilà. Si vous êtes si vous connaissez Question pour un champion, que vous adorez cette émission, battez-vous pour que cette émission reste en quotidienne. Je vous le dis, s'il y a une émission à ne pas enlever de la quotidienne, c'est celle-là. Allez, je voulais pas faire ça, je voulais juste faire ça parce qu'on reste dans le domaine de la télé. On va parler très vite fait, en bref, de deux choses déjà. France TV qui se rapproche d'Amazon pour contrer TF1 qui s'est rapproché de Netflix. Ce n'est pas une blague. On en avait parlé la semaine dernière, TF1 et Netflix ont signé des contrats ensemble et ils diffusent une série qui marche pas très bien pour l'instant ensemble. Et bientôt, tous les programmes du groupe TF1 seront disponibles sur Netflix. Et du coup, France Télé a annoncé aujourd'hui même un accord avec Prime Video pour diffuser ses programmes et ses chaînes. Et c'est très étonnant quand on sait Amazon Prime est un des concurrents directs de France Télé pour ce qui concerne le sport, étant donné qu'ils ont gratté des parts de marché de Roland Garros. Du coup, c'est assez marrant. Et le dîner presque parfait qui mixe Gulli à partir de lundi. Cool. Et, pardon, mais ça. Je m'en fous. Oh merde, je suis trop crevé, excusez-moi. En tout cas, voilà. Il n'y a pas besoin d'être sorti de sa sœur pareil pour voir que c'est une riposte de France Télé face à TF1. À voir exactement comment ça va se passer. Ça va avec la volonté de Delphine Ernotte et de France TV en général d'être plus présent sur les plateformes en ligne, de faire évoluer la télévision, tout ça, tout ça. Je continue de me balader dans le pod de terre SNCF, nous dit Anthony. Depuis 2017, TVR Grand Est n'a jamais fait une année à moins de 93% de régu. N'hésitez pas à check l'open data, c'est super intéressant. Merci Anthony. C'est vrai. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, on verra ce que ça va donner. Une dernière petite actu, si vous suivez cette émission ou que vous êtes un petit peu calé en télé, vous savez qu'il y a une nouvelle chaîne qui va se lancer sur la TNT, c'est le 1er septembre, et ce sera Novo 19. Et on sait qu'il y a un talk show quotidien qui est prévu, et on sait maintenant quel sera ce talk show. Il s'appellera, dès le 1er septembre, On a du nouveau. Pas du nouveau, hein, du nouveau. Voilà, ce sera présenté donc du lundi au vendredi par Claire Arnoux. On a du nouveau. Elle défrichera les idées neuves, donnera la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Il fera entrer sur le plateau des regards neufs. Et je cite Ouest France. On sait que Nouveau 19, c'est une chaîne de Ouest France. Donc Ouest France qui fait un article dessus, c'est plutôt fiable. Mais c'est un peu... Bref,
Le nom est une promesse, on a du nouveau, c'est ainsi que s'appellera le talk show quotidien de Nouveau 19, qui sera lancé du coup le 1er septembre. Il symbolise l'esprit du rendez-vous. Claire Arnaud et sa bande de chroniqueurs défricheront les idées neuves dont la parole à ceux qu'on n'entend pas ailleurs et font rentrer sur le plateau des regards neufs. Mais je l'ai déjà lu ça, mais dans un paragraphe plus tôt. Faites mieux vos articles. Bref. Pour les chroniqueurs, le casting participatif est ouvert, lancé avec Brut, ouvert à des profils non professionnels, illustre pleinement cette volonté de faire entendre celles et ceux qui font battre le cœur du pays. Plus de 800 personnes ont candidaté. On a du nouveau sera diffusé en léger différé du lundi au vendredi en avant-soirée. L'heure sera bientôt dévoilée. L'émission est produite par Together Media et France TV Studio en partenariat avec le média Brut. Et elle durera 75 minutes. Elle aura 3 parties. Une partie actualité, une partie préoccupation des Français, faits de société, une partie culture. Donc voilà, on en saura un peu plus prochainement. On en reparlera d'ici la rentrée. Donc voilà, c'était tout pour les Actus TV. On reste en mode 19h à petit instant. Il faut savoir que France TV, T18, ça donne quoi niveau audience? Alors, il faut savoir que pour l'instant, T18 n'est pas avec Médiamétrie, parce que les chaînes peuvent faire le choix de faire appel au service de Médiamétrie, de calcul d'audience et tout le bordel, parce que c'est ça qui fait leur blé, qui permet de faire... Oh, j'ai regardé un petit peu, il y a des programmes intéressants. Du coup, je me perds, pardon. Comme ils sont lancés en fin de saison, ils n'ont pas encore donné les trucs d'audience. Mais de ce qu'ils disent eux-mêmes, ils ont des résultats au-delà des espérances. Pour une chaîne qui se lance en canal 18, à bas régime. Donc on verra. Oui, c'est toujours lié à France TV, bah visiblement. Visiblement. En tout cas, bref. Je voulais vous partager un article de France Info que je vous invite à lire. En fait, il a été montré dans les journaux de France Télé l'explosion de la prison de Téhéran. Et la vidéo a été suspectée de contrefaçon. Et France TV a sorti un article incroyable. Vraiment, je vous invite à le lire. Ils parlent de tout leur processus de vérification habituel de ce qu'ils diffusent à l'antenne. Et de ce qui s'est passé du coup pour cette vidéo. Et de pourquoi ils en sont conclus au fait que ce soit une vraie. Après, j'ai pas relu l'article depuis quelques jours. Mais normalement... Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une fausse. Bref, le service public qui explique comment il fait pour vérifier ses sources, c'est très précieux. En tout cas, dans tous les cas, c'est la fin de ce 19h. Juste un petit aparté. Ce soir, pour ceux qui sachent, il y a Interville qui revient sur France 2 et je vais regarder ça, d'où le fait que je vais arrêter les lives le jeudi après 21h. Sachez que on ne sait pas trop quoi que ce soit de l'habillage. On sait juste pour le générique que ils n'ont pas pu reprendre la musique originale du Shanana pour des questions de droit, mais Nagui a fait écouter la musique qu'il propose au public de N'oubliez pas les paroles sur l'émission, et les gens ont chanté Shanana naturellement. Donc bon, on verra. Sans Vachette, c'est nul, mais pourquoi vous dites ça? Vous n'avez pas regardé l'émission. L'émission n'a jamais été diffusée encore. Elle est en direct. Ça n'a jamais été diffusé. Arrêtez de dire Sans Vachette, c'est nul. Vous n'en savez rien. Vraiment, ceux qui disent ça, fermez bien vos grandes gueules. Oui, je pète un câble à entendre ça. En tout cas, France 2 a un petit peu... hop là. A un petit peu adapté son habillage et on peut voir du coup des jingles pubs qui tournent avec les différents intervenants d'Interville. Voilà. Ce qui fait qu'on entend un peu du sonore aussi de ce qui pourrait être le générique. Franchement, moi j'aime bien l'équipe. Enfin, on en avait parlé plus en détail, il y avait tout un dossier de presse. Voilà, donc vous avez cette compile des jingles pubs qui arrive. Voilà, j'ai très hâte de regarder ça ce soir. Vraiment, je suis très hypé. Il va y avoir 4 émissions tout au long du mois de juillet. Et on se regardera ça. Oh merde. Oui, c'est vrai qu'il y avait Bruno Guillon. Voilà. Yoann Ryu, c'est un bon choix, je pense. Oui. Bah, quand on regarde les anciens articles... les anciennes versions d'Interville avec les anciens arbitres et tout le bordel, franchement, Yoann Ryu, j'étais très content qu'il soit là. Vraiment. Bref, on en reparlera peut-être la semaine prochaine dans, je l'annonce, le dernier 19h de la saison. Ce sera jeudi prochain.
Donc, ne ratez pas ça. Qu'est-ce que je veux dire? On parlera très en détail de ce qui va arriver pour les 10 ans de la chaîne. Bah après, alors oui. Pourquoi le Yohan Ryu est un très bon choix? Parce que c'est un surexcité. Tous les arbitres que j'ai vus à Interville depuis toujours ont été des putains de surexcités qui gueulaient tout le temps. Yohan Ryu est parfait. Tu vas voir, tu vas le kiffer. Lapinou, sois pas si aigri. Sois pas si aigri. Juste parce qu'il n'y a pas de vachette. Bon, évidemment, je te dis ça en tout bien, tout honneur, évidemment, il n'y a rien de personnel. Heureusement que tout le monde a des avis différents. Mais du coup, la semaine prochaine, on parlera plus en détail des festivités des 10 ans de la chaîne qui commencent justement jeudi prochain avec cette émission. Avec le 19h, va s'en suivre une semaine entière jusqu'au samedi suivant où tous les jours je serai en live à des horaires plus ou moins variés. Tout le programme de live va sauter à ce moment-là. Et après, on va prendre quelques vacances. À savoir qu'il y a un live très 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 spécial qui arrive pour le samedi 26 juillet à 20h15, si je ne m'abuse, on avait défini ça. Soyez à l'affût des infos, on devrait pouvoir l'annoncer du coup jeudi prochain. On va continuer à le préparer un peu en secret ce dimanche d'ailleurs. Avant de passer aux grosses annonces, j'ai vraiment très hâte de vous montrer tout ça. Rappelez-vous qu'il y a 24 heures qui arrivent, 18-19 juillet aussi. On va fêter ces 10 ans en bonne et due forme. Je vous remercie encore, d'ailleurs, tous ceux qui sont là, pas forcément depuis le début. Personne ici n'est là depuis le début, je vous emmerde. Mais en tout cas, voilà, croyez-moi qu'on va fêter ça de la bonne des façons. Il va y avoir on va pas se refaire forcément des séquences souvenirs parce qu'on a déjà fait 1 milliard sur la chaîne depuis le temps, mais on va ressortir des trucs qu'on n'a pas ressorti depuis longtemps. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite de bien regarder Interville ce soir. Le mec qui abuse. Et je vous dis à très bientôt. Donc à jeudi prochain pour les débuts des 10 ans de la chaîne. Sinon, vous savez que samedi, il y a Trackmania à 14h. Lundi, il y aura encore GeoGuessr et l'Incredible Aventure. Et mercredi prochain, je suis pas encore sûr de tenir le live. South of Midnight, tout simplement. Parce que bah, le lendemain, c'est le début des festivités. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à samedi pour Trackmania. Et c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais, allez, je la ferme.